N'avez-vous jamais vécu ce petit moment dans votre plus jeune âge où, en regardant un film normal avec innocence, vous tombez sur une scène sortie de nulle part, troublante, qui a réussi à vous déclencher des cauchemars? J'appelle ça des terreurs surprises et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Non, cette fois-ci ce n'est pas de l'eau chaude, c'est bien du thé vert parce que, oui, il s'agit bien d'une deuxième partie de vidéo. La première fois, j'avais parlé des terreurs surprises et je buvais de l'eau chaude parce que je voulais me déboucher le nez. Là ça va, il ne fait pas trop froid, je n'ai pas besoin de me déboucher le nez. Bref, pour ceux qui ne comprennent pas, je profite de la période un petit peu d'Halloween, voilà, des fêtes de l'horreur, pour refaire une vidéo de ce type, donc sur les terreurs surprises, qui, si vous avez déjà vu cette vidéo que je vous conseille, est en fait inspirée de la vieille vidéo de l'ermite moderne intitulée Frayeur surprise. Sauf que moi je trouve que c'est beaucoup plus fort de dire terreur surprise. Ces films qu'on voit quand on est petit, pas du tout pensés pour faire peur et qui pourtant arrivent à nous marquer par une image involontairement horrifique. J'avais cité SOS Fantôme qui pourtant se vendait un petit peu comme une comédie, mais waouh! Ah, ça faisait tellement peur, enfin notamment le 2, ou encore mon plus gros trauma, Spy Kid, What the fuck. Mais vraiment, regardez cette vidéo, vous allez voir, il y a des films, on ne pourrait jamais croire ça, mais ça m'a traumatisé. Cette vidéo n'avait pas fait spécialement beaucoup de vues, mais il y avait quand même une audience solide avec un nombre conséquent de commentaires de mes abonnés venus témoigner de leur traumatisme d'enfance sur des films qui ne se vendaient pourtant pas du tout comme des films d'horreur. Pour ma part, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je suis un vrai trouillard, en tout cas quand j'étais petit, j'étais un vrai trouillard. Tout me faisait peur. À chaque fois que je tombais sur un truc un petit peu anormal dans un film, et bien forcément ça me marquait. Donc me concernant, la liste est longue, mais je pense que d'ici les prochaines vidéos, eh bien je pense que je prendrai carrément les témoignages des gens. Et voilà, je pense que je ferai une liste pour faire une vidéo spécialisée sur vos témoignages, des films qui vous ont fait peur quand vous étiez petit, alors que ces films-là n'étaient pas du tout censés faire peur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 5 autres films qui m'ont effrayé lorsque j'étais enfant, et peut-être que beaucoup dans les commentaires se retrouveront. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui souhaitent me soutenir financièrement, n'oubliez pas que mon Patreon est là, en commentaire épinglé, et j'insiste avec ça parce que, eh bien, c'est très compliqué pour moi de vivre de ma chaîne, parce que sur YouTube, à partir du moment où on ne fait pas 3 vidéos de 50 000 vues par semaine, on peut pas en vivre correctement, sans parler du fait que les partenariats que je propose parfois sont assez rares, voire même extrêmement rares. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui souhaitent me soutenir, eh bien, ça me ferait extrêmement plaisir, vous avez le lien dans le commentaire épinglé, et en me donnant 5 €, vous aurez accès à tous mes podcasts audio. Je le rappelle, mon prochain sera sur God of War Ragnarok. Vous allez kiffer. Bon, à partir de là, j'ai la liste des films sous les yeux, donc j'ai le nom des réalisateurs, j'ai le pitch d'Allociné, exactement ce que j'ai fait la dernière fois. Donc voilà, histoire de vous résumer le film de façon un peu paresseuse, parce que voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête. Et ensuite, je n'ai plus de notes, donc je vais complètement improviser. En 5e position, j'ai eu le film La planète des singes, le tout premier, celui de 1968. Et tous ceux qui ont vu ce film, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Égaré dans l'espace-temps, un engin spatial américain s'écrase en 3978 sur une planète inconnue. Les astronautes Tyler, London et Dodge découvrent que les hommes primitifs de cette planète mystérieuse sont placés sous le joug de singes très évolués. Moi, je me souviens d'une chose avec ce film, et je pense que je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo critique sur le dernier film, La planète des singes. C'est à l'occasion de la sortie du remake du remake de Tim Burton, et bien mon grand-père a eu la bonne idée de nous montrer l'original, et vraiment je lui remercie vraiment infiniment d'avoir fait ça, parce que l'original est infiniment meilleur que le remake. Bon, ce n'est pas le sujet. L'original réalisé par Franklin G. Schaffner, et ce film m'avait vraiment troublé. Je trouve que c'est perturbant. Enfin, quand tu vois ça enfant, c'est perturbant. Et pourtant, ce n'est pas du tout pensé pour être un film d'horreur. C'est plus pensé pour être un film d'aventure, si on veut. Mais vraiment, il y a une ambiance très malsaine, très pesante. Le fait qu'on voit ces astronautes perdus au milieu de nulle part, moi, ça m'oppressait. Vraiment, il y a ce côté un petit peu claustrophobe, et bon, évidemment, il y a le twist à la fin. Twist que je n'avais pas compris parce que j'étais petit. Voilà, quand on est petit, on est extrêmement con. Et on remerciera d'ailleurs cette magnifique affiche de film qui spoil la fin. Ça, je ne le comprendrai jamais. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas la première fois. Enfin, je crois que beaucoup de films, à l'époque, spoilaient carrément tout sur l'affiche. Mais là, c'était vraiment abusé. Mais surtout, le truc qui pose le ton et qui m'a vraiment limite fait faire des cauchemars, eh bien, c'est évidemment cette scène. Alors ça, c'était vraiment l'époque d'avant, c'est-à-dire que le seul personnage qui clams durant le voyage, eh bien c'est en fait une femme.
crois que c'était la seule femme du groupe, et ça m'avait traumatisé avec ce bruit strident là. Waouh! C'était horrible. J'avais vraiment une peur bleue de tout ce qui était cadavres, squelettes, tout ça, et ça je pense que j'en avais parlé dans les vidéos précédentes. Et vraiment ça, ce plan, c'était horrible. Il me semble que le film est disponible sur YouTube et j'avais vu un commentaire intéressant qui disait que le personnage principal était complètement dans le déni parce qu'apparemment, enfin, je n'ai pas revu le film depuis longtemps, mais apparemment quand on voit le film, on se dit mais c'est évident qu'on est sur Terre, mais bien plus tard. Et en fait, enfin, d'où l'intérêt apparemment de spoiler le film sur l'affiche. Mais en fait, ce qu'on nous explique, ce qu'on est censé comprendre, c'est que le personnage principal est complètement dans le déni et à la fin, il commence à comment dire, il est vraiment dans ce côté, dans cette phase du deuil, où à la fin il est clairement en colère et il tape le sol carrément, parce que durant tout le film il refusait de voir la réalité, le fait qu'il n'avait que dormi durant des milliers d'années et se retrouver sur Terre. C'est un peu une façon de caricaturer les gens qui pensent à quoi pourrait ressembler la vie au-delà de la Terre, la vie extraterrestre, mais là en fait on a une réponse un petit peu sinistre et crue, en fait ça n'existe pas. Enfin voilà, le film te dit clairement ça. En quatrième position, j'ai choisi Men in Black de 1997, réalisé par Barry Sonnenfeld. Je crois que c'est celui qui avait réalisé le film La Famille Adams. Bon, Men in Black, chef-d'œuvre. Voilà, c'est un chef-d'œuvre non négociable. Je l'ai vu des tas de fois quand j'étais petit. Donc, pour rappel, le pitch halluciné, c'est chargé de protéger la Terre de toute infraction extraterrestre et de réguler l'immigration intergalactique sur notre planète. Les Men in Black, ou MIB, opèrent dans le plus grand secret. Vêtus de costumes sombres et équipés des toutes dernières technologies, ils passent inaperçus aux yeux des humains dont ils effacent régulièrement la mémoire récente. La présence d'aliens sur notre sol doit rester secrète. Récemment séparé de son vieux partenaire, retourné à la vie civile sans aucun souvenir de sa vie d'homme en noir, K, le plus expérimenté des agents du MIB, décide de former J, un jeune policier. Ensemble, ils vont affronter une nouvelle menace, Edgar le cafard. Bon, après, il fait partie de ces films que j'ai vu tellement de fois que j'ai peur que si je le revois une énième fois, eh bien ça sera la fois de trop. Voilà. Pour moi, ça a été le cas avec Pirates des Caraïbes que j'ai vu des tas de fois quand j'étais petit. Quand je l'ai revu bien plus tard, je me suis dit ok, là c'était vraiment la fois de trop. Pareil avec Harry Potter, je l'ai vu plein de fois quand j'étais petit. Quand je l'ai revu encore une fois, je me suis dit waouh, là c'était clairement la fois de trop. J'ai peur que ça me fasse un peu pareil avec Men in Black. Je l'ai vu une tonne de fois quand j'étais petit parce que voilà, c'est fascinant, c'est drôle, mais voilà, il y a une ambiance quand même macabre, bizarre, sombre, avec ce côté un peu humoristique certes, mais quand même le côté un peu dégoûtant et très mis en avant. C'est une chose qu'on retrouvait beaucoup d'ailleurs dans La Famille Adams. Et évidemment, tous les gens comme moi qui ont grandi dans les années 90 savent très bien de quelle scène je parle avec ce film. C'est évidemment ça. Edgar, on dirait que t'as la peau qui flotte. Oh oui. C'est mieux comme ça. Bon déjà, il faut quand même souligner la performance incroyable de Vincent D'Onofrio dans ce rôle de Edgar. J'ai su que très récemment qu'il s'agissait du même acteur, donc en gros qui jouait déjà Baleine je crois, mais également Wilson Fisk de la série Daredevil, qu'on revoit dans Echo, et je pense que c'était en me renseignant sur la série Echo que je me suis rendu compte que, en fait, Vincent D'Onofrio a également joué Edgar, le méchant en gros, dans le film Men in Black, qui avait un maquillage incroyable. Son maquillage est complètement fou, mais ce personnage est complètement dégueulasse et traumatisant. Enfin bref, tout ce qui a un rapport avec la déshumanisation, moi ça m'effrayait. La phase où on a le personnage d'Edgar qui sort de chez lui et qui se fait aspirer, on entend ces bruits dégueulasses. C'est vraiment, tu te dis putain, il se fait déshumaniser. Cette blague qui aujourd'hui se retrouve beaucoup dans les parodies à la Rick et Morty, mais qui, quand j'étais petit, me terrorisait. Mais en dehors de cette terreur d'enfance, eh bien, j'avais adoré ce film. Et d'ailleurs, en fait, je rigole beaucoup avec ça, mais tout ce qui m'avait traumatisé quand j'étais petit, finalement aujourd'hui, je pense que c'est bénéfique pour avoir ce côté un peu marquant de ces films, notamment ces films comme SOS Fantôme. C'est justement ça qui fait qu'on s'en souvient. En troisième position, j'ai choisi Fantomas contre Scotland Yard de 1967, réalisé par André Hunebelle, avec De Funès, Jean Marais. Bon, je pense que vous connaissez, et je pense que vous savez très bien pourquoi je parle de Fantomas. Bon, déjà, pitchons un petit peu tout ça. Le pitch halluciné nous dit « Fantomas revient avec une nouvelle idée. Imposer aux riches, nobles comme gangsters, un impôt sur le droit de vivre. Débarqué en Écosse, le commissaire Juve, Fandor et sa fiancée ont pour mission d'attraper Fantomas. Dans un château hanté par les esprits, Juve, censé protéger les propriétaires, est lui-même victime de l'humour macabre de Fantomas, lequel use et abuse de ses masques extravagants et de son rire caverneux. Il malmène le pauvre commissaire Juve en accrochant
des pendus dans sa chambre. Quand Fantomas passe, quelqu'un trépasse. Bon, évidemment, Fantomas, il y a De Funès, donc forcément c'est une comédie, c'est rigolo. Moi, quand j'étais petit, j'adorais De Funès. Juste le voir faire le clown, ça me suffisait. Aujourd'hui, j'ai grandi et je me rends compte que je sais pas, toutes ces blagues ne font plus rire comme avant. En fait, ça dépend dans quel mood je suis. Parce que quand on connaît l'histoire de Funès, quand on sait que les producteurs incitaient, enfin le poussaient à bout pour qu'il fasse le clown comme dans ces films-là, eh bien en fait, je ne peux plus m'empêcher de voir tous ces subterfuges. Enfin, je vois tout le temps les ficelles des producteurs qui lui imposent ça et qui finalement ne lui faisaient pas vraiment plaisir. Et pour moi, je me dis que quitte à revoir un film de Funès, de revoir des grands films type La Folie des Grandeurs, La Lune à la Cuisse, ou encore même La Grande Vadrouille, qui sont pour moi des films iconiques, marquants, et je suis complètement d'accord avec Alexandre Astier, qui lui est très fan de Funès, mais qui dit que malheureusement, très peu de gens ont su bien exploiter son talent, à part quelques grands films comme ceux que je vais citer. Et Fantomas, pour moi, c'était pas vraiment des grands films, parce qu'on était vraiment dans ce format encore où on imposait à De Funès de faire le clown, et je pense que ça gâchait un petit peu le film parce que ça méritait plus. Il y avait un potentiel et c'est à cause, je pense que c'est à cause de ça aussi que Jean Marais n'aimait pas du tout De Funès. Il y avait un conflit au sein des tournages parce qu'on a ce Jean Marais qui est très très sérieux dans ses rôles. Vraiment, il y a un côté presque James Bond qui contraste complètement avec De Funès parce que finalement le côté humoristique ne repose que sur De Funès. Tous les autres personnages sont complètement sérieux et je sais pas, je trouve que le contraste est étrange, mais après, vu que j'ai connu ça quand j'étais petit, ça ne me sautait pas autant aux yeux que maintenant. Et forcément, on a ce personnage de Fantomas qui, quand j'étais petit, m'effrayait. c'est effrayant, parce que déjà, le fait de ne pas savoir qui est Fantomas, il y a un côté un petit peu, encore une fois, déshumanisant. Déjà, ce masque bleu, pourquoi bleu? Les yeux écarquillés. Et en plus, ce qui est génial, c'est que, apparemment, dans les livres, Fantomas n'est pas du tout censé être comme ça. C'est vraiment ces films qui ont instauré ce concept de masque bleu, un petit peu à la The Mask. Mais c'est vraiment effrayant avec ses yeux écarquillés comme ça qui sort, le rire de Jean Marais, la voix très monotone, neutre. Ce personnage est complètement effrayant, mystérieux. Le côté inconnu de ce personnage le rend justement encore plus effrayant. Et donc on a ce film qui m'a pas traumatisé, mais troublé, perturbé quand j'étais petit. C'est ce film avec les pendus. Parce que quand j'étais petit déjà, je ne savais pas ce que c'était un pendu. Pour moi, un pendu, je sais pas. Pendu, c'est quoi? Parce que il y avait mon frère qui m'expliquait que c'est quand on nous prend par la gorge, enfin, on est pendu par la gorge. Et je lui disais, mais comment ça se fait qu'on a un pendu, enfin, De Funès se réveille avec un pendu sur le mur? Et je sais pas, en fait, le fait que je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce que c'était, ça m'effrayait. Bon, évidemment, voilà, bien plus tard, j'ai grandi, j'ai compris ce que c'est un pendu. Un pendu, c'est un meurtre, finalement. Mais quand j'étais petit, le fait que je ne sache pas exactement ce que c'était et qu'on ne montre pas les visages des pendus pour censurer, avec le message sur le pendu, ça m'effrayait de fou. Vraiment, ça m'effrayait de fou. Et en plus, il y a mon frère qui s'amusait à me faire peur, qui me disait, ouais, quand tu vas te réveiller, tu vas voir un pendu devant ta chambre, comme ça. Et ça m'effrayait de fou. Vraiment. Et j'ai presque envie de dire que heureusement qu'on a De Funès qui est là pour détendre un peu l'atmosphère, puisqu'au final, j'en garde plus un bon souvenir qu'autre chose. En deuxième position, j'ai choisi Indiana Jones, et pas n'importe lequel, La Dernière Croisade de 1989. Réalisé par le très grand Steven Spielberg, avec l'irremplaçable Harrison Ford. Encore aujourd'hui, je suis tellement content de voir que le 5e film a bidé comme pas possible, mais putain, mais... Voilà, mais... le film, ce bide, ça a vraiment freiné l'essai dans sa course. Parce que je pense que je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo critique sur le sujet, mais je savais très bien qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire avec ça. Ils ont assassiné en gros le fils d'Indiana Jones pour le remplacer par un personnage féminin. Donc voilà, on fait un meurtre pour poser un personnage féminin à la place, avec tous les archétypes féministes un petit peu insupportables, pour surfer sur la vieillesse d'Harrison Ford, voilà, au cas où s'il meurt, comme ça, on a un nouveau personnage féminin à mettre en avant en série dérivée sur Disney+. Je savais très bien qu'ils allaient faire ça, c'est sûr, c'était évident. Et le fait qu'on a un bid comme ça a tout stoppé, voilà. C'est vraiment, et c'est génial parce que, moi je dis, prochain objectif, Star Wars. Le prochain film Star Wars au cinéma doit vraiment bider comme ça, de façon sale. Alors, The Mandalorian des gros goûts, je sais pas à quel niveau ils vont faire monter le budget, je sais pas à quel niveau ça va bider ou pas. Je pense pas que ça a beaucoup marché. Mais ce qui est important, c'est vraiment le prochain film Star Wars 10, qui lui doit vraiment faire un bid colossal. Je me dis, c'est génial parce qu'on a Kathleen Kennedy on l'a confié toutes ces licences très précieuses
de la part de Disney, et en fait elle a tout assassiné. Mais vraiment, elle a tué au sens propre des franchises qu'on ne pourrait plus jamais utiliser, et je me dis tant mieux. Bref, je me suis égaré, donc pourquoi ce troisième film précisément? Donc déjà, on va le pitcher. Rapidement, le pitch halluciné. L'archéologue aventurier Indiana Jones se retrouve aux prises avec un maléfique milliardaire. Aux côtés de la cupide Elsa et de son père, il part à la recherche du Graal. C'est marrant parce que, encore une fois, on a les méchants riches, les méchants milliardaires. Entre Fantomas et ça, décidément, ça n'aime pas beaucoup les riches dans les films, dans la pop culture. Mais oui, enfin, moi, j'ai vraiment été marqué par cette franchise, notamment par ce film, ce troisième film. Le premier film, je l'ai vu après tous les autres, y compris le 4, et c'est justement pour ça que j'aime beaucoup moins ce film que les autres. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire ça. Après bon, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui ont grandi à peu près à la même époque que moi, et ils sont un petit peu dans la même situation que moi. Si tu n'as pas grandi avec ce premier film, tu ne peux pas être marqué. Et pour moi, je trouve que le troisième film est tellement plus grandiose, tellement plus... Je sais pas, c'est l'aventure avec un grand A. En plus, le fait de faire venir Sean Connery, c'était vraiment c'est une idée de fou. Mais bref, je pense que vous savez très bien pourquoi je vous parle de ce film. Parce que c'est vraiment le plus innocent de tous. Genre, Men in Black, tu peux t'attendre à ce qu'il se passe des dingueries. Voilà, tu peux t'attendre à ça. Parce qu'il y a une ambiance un peu horrifique. SOS Fantôme, je n'en parle pas. Voilà, SOS Fantôme, forcément, ça va parler de fantômes. Fantomas aussi, genre Fantomas. Donc quand t'es petit, tu peux avoir peur de Fantomas. Mais Indiana Jones, c'est vraiment complètement innocent. C'est un film d'aventure, tout ce qu'il y a plus innocent. Et là, donc voilà, tu t'éclates, il y a les nazis. Bon, déjà tu peux avoir peur de ça, hein, on sait jamais. Mais tu passes un bon moment avec ces aventures-là, et tout d'un coup, t'arrives à la fin, à ces scènes de fin où, paf! J'ai été complètement traumatisé par ça. Vraiment. Tout me faisait peur. Mais vraiment, je me suis dit, putain, on passe du coq à l'âne, mais vraiment, je sais pas ce qui lui est passé par la tête à ce Spielberg. Bon, aujourd'hui, je trouve ça génial, hein. Enfin, je trouve ça vraiment cool qu'il ait mis ça dans ce film. Mais ce qui est effrayant déjà, c'était que ce côté très artisanal, parce qu'on voit qu'ils avaient utilisé des effets spéciaux à l'ancienne en utilisant des mannequins, du maquillage, tout ça, avec un mélange au montage pour créer cet effet de transition très bizarre, où on a ce méchant qui a ce vieillissement accéléré, mais entre ce truc complètement effrayant et encore une fois déshumanisant, parce que voilà, c'est tout ce qui a un rapport avec la déshumanisation. Moi, c'était vraiment le truc qui m'effrayait le plus. On a ça ajouté au cri de cette femme, mais vraiment traumatisant. Enfin, je pense que il y a une étude qui avait montré, je sais plus où, mais quelque chose qui a démontré que le cri des femmes était censé être beaucoup plus traumatisant pour nos oreilles, parce que, enfin, normalement, c'est censé nous envoyer un signal aux hommes pour protéger les femmes. On doit avoir peur, être effrayé du cri des femmes, justement, pour pouvoir avoir ce signal qui nous dit attention, une femme est en danger et on doit la protéger. Et c'est exactement pareil pour les enfants. Enfin, ils ont cette voix aiguë qui, dans le cerveau, envoie un signal lorsqu'on les entend crier, qui nous dit oh, vite, il faut qu'on parte les protéger. Et là, on a vraiment ce sentiment-là, ce cri de femme extrêmement stressant. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que vous savez, dans les jumpscares, les screamers, ce qu'on appelait là sur internet, les screamers, c'est notamment des cris de femmes extrêmement aigus, stridents, qui nous envoient un signal au cerveau vraiment effrayant. Donc voilà, on a ce film d'aventure divertissant, excellent, innocent, pour arriver à cette scène qui m'a traumatisé. Je me suis dit, mais vraiment, enfin après, c'est génial parce que du coup, ça renforçait l'immersion. Moi, j'adore ça. Moi, je kiffe quand on renforce l'immersion d'un film, et je me disais que waouh, d'accord. Donc, si on a Indiana qui passe après, il n'a pas intérêt à se tromper. Et après, bon, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il ne se trompe pas. Voilà, il faudrait vraiment que je revoie le film. Mais voilà, film très marquant. Voilà, un petit peu comme La Momie. Mais La Momie, ça me faisait peur, mais pas autant parce que Imhotep était fait en image de synthèse, et l'image de synthèse, ça m'a toujours moins effrayé. Et pareil pour Pirates des Caraïbes, ça me faisait beaucoup moins peur que, vous savez, le Manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy. On a cette phase horrible où je me cachais les yeux au cinéma avec ces squelettes qui étaient faits avec du vrai maquillage, un maquillage excellent, et vraiment tout ce qui est
fait avec du vrai, fait main, ça me faisait beaucoup plus peur. Donc Imhotep me faisait beaucoup moins peur que cette phase horrible avec là le méchant d'Indiana Jones 3 qui vieillit jusqu'à en mourir. Donc voilà, j'ai envie de dire bravo à Spielberg pour avoir pondu ce film excellent. On va pouvoir passer au final, au grand final. Le numéro 1 tête de liste qui n'est d'autre que Batman de 1989. Réalisé par Tim Burton. Le célèbre et impitoyable justicier Batman est de retour, plus beau, plus fort et plus dépoussiéré que jamais. Il s'apprête à nettoyer Gotham City et affronter le terrible Joker. Bon, il faut vraiment que je finisse mon thé pour bien vous parler de ce film. Versez à flot. Alors, j'adore Batman, je suis gaga de Batman, enfin en tout cas quand j'étais petit j'étais vraiment gaga, et ce film, j'en souviens parfaitement parce que j'avais vu les dessins animés, je crois la série 90 qui était excellente, qui il me semble-t-il était inspiré justement de ce film, cette version beaucoup plus sombre, et c'est Tim Burton qui a instauré justement ce côté sombre de Batman qui à l'origine était beaucoup plus humoristique, beaucoup plus fun, comique, divertissant. Là c'est vraiment Tim Burton qui a réinstauré ce Batman sombre, en tout cas au cinéma. Ça marchait hyper bien, mais je n'avais vu ces films que bien plus tard. J'avais vu en premier, je crois, c'était Batman le défi. C'est pas une blague, hein, mais ce film, je l'ai vu tous les jours. Tous les jours, je remettais la cassette parce que j'adorais ce film. Là, j'adorais Batman, j'adorais le côté sombre, j'adorais le pingouin. Et il y a des choses qui m'ont effrayé, évidemment, dans ce film. Le pingouin me faisait peur, mais aussi cette scène. Quand tu vois ça, bah forcément t'es pas prêt. Aussi, Catwoman me faisait peur parce qu'il y a cette scène bizarre où elle se fait manger par des chats. c'est très bizarre. Mais vraiment ouais, c'est l'ambiance sinistre, triste qui faisait un peu peur. Mais j'adorais trop ce film, voilà, je le regardais tous les jours. Et donc, je n'avais toujours pas vu le premier film avec le Joker, Jack Nicholson. J'avais vu entre-temps Batman et Robin, Batman Forever, qui sont des gros nanars, mais que j'adorais. Et à chaque fois que je revois ces films, je me dis, waouh, grosse manette de Proust. Vraiment, j'adore ces films. Ils se sont fait démonter. Voilà, je comprends parce que ça se voulait toujours canon, enfin toujours dans cette même continuité des films de Tim Burton, sauf que ces mecs-là n'avaient pas compris Tim Burton. Ils n'avaient pas compris son style. Et du coup, à la place, c'était une espèce de foire géante qui cherchait vraiment à nous vendre des jouets. Et moi, vraiment, j'ai eu les jouets. J'ai eu ce vaisseau, la Batmobile un petit peu glacée de Batman et Robin. J'ai eu le Freeze incarné par Schwarzenegger. Donc, j'adorais ces films, même si je comprends que ce sont des gros nanars. Et aujourd'hui, quand je les revois, je kiffe parce que c'est n'importe quoi, c'est coloré. Et puis en plus, je suis désolé, mais Arnold Schwarzenegger en Freeze, il était très bon. Voilà. Donc voilà, et c'est bien après que j'ai vu le tout premier film avec Jack Nicholson dans le rôle du Joker, parce que le Joker, j'étais gaga aussi, justement grâce à ces dessins animés. Et c'est mon frère qui avait réussi à choper la cassette et il m'a enfin montré ce premier film. Et du coup, en fait, on a le côté un petit peu origine, enfin, on remonte un peu aux origines. Enfin, origine entre guillemets, parce qu'on ne voit pas, quoique si, on voit la mort des parents de Bruce Wayne, et là on a le côté canon. Tim Burton a voulu instaurer ça dans l'histoire de Joker. Enfin, en gros, c'est le Joker qui tue les parents de Bruce Wayne, donc évidemment qui n'est pas comme ça dans la BD, mais pourquoi pas. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté très classe, le côté gangster très classe, bien habillé, qui tue de façon très froide les parents, un petit peu comme une vengeance personnelle contre les riches. Ça, j'aimais beaucoup. J'adore ce côté gangster de l'époque. Aujourd'hui, quand tu vois The Batman, il a un côté gangster crasseux qui se rapproche beaucoup plus de la réalité d'aujourd'hui. Alors que là, en fait, on est vraiment le gangster classe, le mafieux, là, avec le gros manteau, les chapeaux, et c'est complètement le Joker. Le Joker, il a ce côté gangster mafieux de l'époque, mais avec des couleurs. Et donc, je vois ce film et je me dis, ah, mais ça fait peur. Mais ça fait grave peur. Mais c'est effrayant. Mais le film entier est effrayant. La scène, la naissance du Joker, enfin quand il tombe dans la marmite, bon ça fait un petit peu rigolo aujourd'hui quand j'y repense. Mais quand on voit sa main qui sort, la main un peu dégueulasse, verte, je suis là, waouh, c'est la naissance du Joker. On y vient. Et là on a cette scène horrible avec le docteur qui retire les bandages, t'as Joker qui est dans le miroir et on ne voit pas le visage. Parce que Tim Burton, il déchire. C'est un putain de réal. Il sait qu'il, pour maintenir le mystère, il ne faut pas montrer le visage. On a cette scène, mais trop bien filmée, bordel, avec les lumières de fou. Voilà, il y a les ombres, tout ça, de dos, et l'ambiance complètement lugubre, parce que tu te dis, mais c'est quoi ce docteur bizarre
du fin fond des enfers avec son matos de pauvre. Tu sens que Joker a dû voir un docteur clandestin du coin, du fin fond du trou du cul de Gotham City. Et là, voilà, on a cette scène horrible où t'as le Joker qui finalement en rit. Il rigole de son visage difforme. Et ce rire de Jack Nicholson, irremplaçable. Pour moi, c'est le meilleur. De tous les rires des Jokers qu'on a eu, le meilleur, c'est clairement Jack Nicholson. Donc ça, déjà tu vois ça, t'es pas bien. On a la scène ensuite où t'as le Joker qui monte son visage pour la première fois, et encore une fois, putain de réal de Tim Burton, il est dans l'ombre. D'ailleurs, petite parenthèse, mais il me semble que Tim Burton s'est complètement battu avec son producteur qui lui avait une vision différente. Il y a beaucoup d'anecdotes par rapport à ce film, mais Tim Burton, voilà, c'est là qu'on voit la différence entre un bon et un mauvais réal, c'est que Tim Burton, lui, fait partie de ces réals qui se sont détachés des autres, des yes men à la con, parce qu'il avait une vision et qui tenait, enfin, c'était un réalisateur insolent. Un bon réalisateur, encore une fois, c'est un réalisateur insolent qui tient son projet, qui dit non, je veux faire ça, on fera ça et c'est tout. Ceux que n'ont pas été, par exemple, les showrunners de la série Les Hommes Pouvoir, voilà, ils n'ont pas été insolents avec leurs producteurs, donc ils ont été soumis, ils ont été les pantins des producteurs. Là, on a Tim Burton qui ne s'est pas laissé faire et qui est vraiment allé au bout de son projet. Donc voilà. Pour en revenir à cette scène, encore une fois, on a le Joker dans l'ombre, on ne voit pas son visage. Et là, paf, on voit son visage, ça y est, les couleurs arrivent, on a la musique. Et moi, je me disais, waouh, il est trop stylé avec ce visage. Mais ce qui m'a effrayé, c'est quand on le voit sans maquillage. Et je me dis, ah, putain, en fait, il est vraiment comme ça. Ce visage, enfin, moi, ça me faisait trop peur. Enfin, tout ce qui a un rapport avec les sourires difformes, un petit peu comme ce personnage horrible, Spy Kid, que je vous ai montré dans ma première vidéo, ça me faisait trop peur. Et là, on avait vraiment ce schéma encore de prothèse bizarre qui lui crée un sourire difforme. J'ai la tête de quelqu'un qui plaisante. Et ce qui m'avait marqué avec ce méchant, c'est que le Joker est un vrai méchant. C'est-à-dire que c'est un mec qui tue de sang-froid, qui en a rien à foutre, qui veut contrôler Gotham et qui veut en même temps s'amuser. C'est un putain de méchant, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est un méchant tout ce qui est plus théâtral. Et franchement, parfois ça fait plaisir. Ça fait parce qu'aujourd'hui on veut vraiment nuancer avec les méchants, tout ça, un petit peu. Bah encore une fois, les hommes de pouvoir, on veut nuancer. Non mais les orques sont pas vraiment méchants, ils ont un petit but, vous savez, parce ils ont un peuple qui veulent soutenir. Non. Voilà, Joker, fils de pute, voilà. Joker enfoiré, c'est un enfoiré, il assume complètement, ça lui fait plaisir. Et donc là on arrive à la scène qui m'a vraiment traumatisé. Je me souviens que j'avais montré ce film à un pote quand j'étais petit. On avait dormi ensemble dans la même chambre. Et il avait une télé dans sa chambre. Je lui avais montré ce film, ça l'avait traumatisé. Voilà, ça l'avait traumatisé. Et moi aussi ça m'a traumatisé, sauf que je m'en ai remis à force. Mais c'est la fameuse scène du serrage de main. Mais what the fuck, c'est encore une fois, ça fait grave peur. Enfin, je me dis, mais attends, mais le Joker est capable d'être cruel à ce point, quoi. Le fait de cramer une personne, t'as son cadavre brûlé, carbonisé, et ensuite il continue de parler à ce cadavre. Enfin, on a ce côté un peu presque nécrophile, morbide, quoi. Enfin, c'est avec ce doublage excellent. T'es vraiment une belle pourriture, Rotelli. T'es mort et c'est chouette. Donc ça, trauma, cauchemar, évidemment. Et puis on a tout le reste, toute l'ambiance angoissante, menaçante en permanence. Voilà, la scène du clocher, la scène où on a le Joker qui parle seul avec la journaliste. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Ah, oh. Ça oui, c'est du bon travail. Encore une fois, ça m'effrayait parce que je me dis, putain, le mec, alors je sais pas s'il tue les autres personnes ou juste s'il les endort, mais le fait de voir ces gens s'écraser la gueule par terre, dans leurs assiettes, il y a eu vraiment ce côté libre arbitre total du Joker qui en avait rien à foutre de savoir du sort des autres et qu'à tout moment il pouvait tuer n'importe qui. Donc voilà, on avait vraiment ce sentiment-là. En tout cas, quand j'étais petit, je ressentais ce sentiment et du coup, j'avais peur pour cette femme. Je m'étais à sa place, je ne savais vraiment pas comment réagir. Plus faire, ah oui, c'est ça. Gros trauma, j'avais oublié ce passage-là. La scène du masque, la meuf qui retire son masque. Avant qu'elle retire son masque, je pensais que c'était aussi effrayant que le visage du Joker. Et au final, non. Mais quand même, je me dis, putain... je pensais que le Joker voulait vraiment transformer cette jeune femme en ça.
Et donc bref, voilà, c'est trauma d'enfance. Ce film c'est un trauma d'enfance, mais j'ai envie de dire un joyeux trauma d'enfance. Parce que pour moi, tout ce que je vous ai cité, c'est plutôt grâce à ça que j'ai été marqué par ces films en bon, un petit peu comme Orange Mécanique ou même Shining, Shining c'est un film d'horreur, donc ça compte pas. Mais Orange Mécanique, c'était pas vraiment un film d'horreur, je l'ai vu un petit peu trop tôt, et ça m'avait traumatisé, voilà. Parce que c'est un film violent, c'est un film qui traite de la violence, tout ça. Bon, c'est pas le sujet, mais peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, Batman en faisait vraiment partie, et je revois ce film avec plaisir, justement en repensant à ces traumas d'enfance, qui aujourd'hui se sont transformés en choses bénéfiques. Voilà, c'est finalement ces traumas qui m'ont rendu cinéphile, amoureux du cinéma. En tout cas, du cinéma à l'époque, on n'était pas contaminé par ce qui se passe aujourd'hui. Bref, point à part, je suis impatient de lire vos témoignages, vos traumas d'enfance, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Peut-être que je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo encore une fois, une compilation de vos traumas d'enfance. Bon voilà, on verra bien. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous souhaite un joyeux Halloween si vous le fêtez. Alors moi, il faut vraiment que je pense à fermer les volets, à fermer les rideaux, parce que voilà, je suis dans un endroit où on frappe le plus à ma porte. Voilà, et vu que je suis un gros radin, je suis Picsou, je vais me cacher, voilà, c'est... Faut vraiment pas que j'oublie de faire ça. Et sur ce, qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas tous les liens, Linktree, mon Patreon, pour me soutenir financièrement, dans la description ou encore en commentaire épinglé. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.